Investisseurs passionnés, bonjour. La vidéo que vous regardez est un extrait de live que j'anime tous les vendredis à 18h sur ma chaîne, un moment où j'ai l'occasion d'échanger avec vous, de répondre à vos questions, mais également de pouvoir parler de sujets d'actualité, des marchés financiers, de trading, d'investissement et de crypto. Petit message avant de commencer la vidéo, pour ceux qui ne le savent pas, j'ai décidé définitivement cette année de fermer l'école ICT Finance et ouvrir un nouveau projet à la rentrée, investisseurs passionnés. De ce fait, jusqu'à la fin du mois d'août, je vous propose l'intégralité des programmes ICT que j'ai réalisés ces 4 dernières années, ainsi qu'un accès à tous les futurs qui arriveront cette année, ainsi que l'année prochaine. Si vous avez envie d'aller plus loin ensemble, je vous en parle dans le lien, dans la description, et sans plus tarder, passons au sujet du jour. En ce moment même, on a ce qu'on appelle le Jackson Hole. Le Jackson Hole, c'est quoi? C'est une réunion de 3 jours tous les ans de la part de tous les banquiers des banques centrales aux États-Unis. Vous savez que dans la banque centrale aux États-Unis, il n'y en a pas que un, il n'y a pas que Jérôme Powell. Il y a, il me semble, si je ne dis pas de bêtises, un banquier central par État qui du coup, lui, va avoir son propre avis et va aviser justement Jérôme Powell. Et donc Jérôme Powell prend des décisions en fonction de tous les banquiers centraux. Et donc Jackson Hole, c'est vraiment le moment, 3 jours, pour discuter de ce qui se passe en ce moment, de la politique monétaire, de la situation économique, et d'essayer de voir qu'est-ce qu'ils peuvent faire à leur niveau de la Fed sur les marchés. Est-ce qu'ils vont continuer à augmenter les taux? Est-ce qu'ils vont baisser les taux? Est-ce qu'ils vont réintervenir sur les marchés en imprimant de l'argent pour soutenir les marchés? Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ça définit concrètement qu'est-ce qui va se passer sur les prochains mois, voire même sur l'année entière. L'année à partir du moment où on a eu justement le Jackson Hole. Et donc cette semaine a été énormément attendue. On a énormément attendu cette semaine justement ce Jackson Hole. Et on l'a en ce moment. Eh bien c'est bon, Jérôme Powell a parlé, on a déjà des premiers commentaires de Jackson Hole qui sont sortis, et autant vous dire que ça a fait immédiatement répercussion sur les marchés. En résumé, le président de la Réserve fédérale américaine, donc Jérôme Powell, a signalé que la Banque centrale américaine continuerait probablement à augmenter les taux, et surtout, et c'est ça qui est le plus important, à les laisser élever pendant un certain temps pour éradiquer l'inflation, et à repousser toute idée que la Fed fera bientôt marche arrière. On est passé de ces transitoires à... En fait, on va devoir laisser les taux d'intérêt bien élevés pendant un petit temps. Donc forcément, qu'est-ce qui se passe? Ça plaît pas au marché. Ça plaît pas au marché, forcément, les marchés se sentent trompés, trahis. Forcément, qu'est-ce que vous voulez dire à ça? Et quelle réaction? Les marchés n'allaient pas augmenter. Quand on a un bonhomme qui sait même plus ce qu'il fait, qui a été extrêmement critiqué par Trump, pour ceux qui s'en rappellent, quand Trump était au pouvoir, il taclait Jérôme Powell toutes les semaines sur Twitter, à limite l'insulter en disant qu'il était incompétent, et je vous l'ai dit, maintenant qu'on voit ce qui se passe avec la Fed, on a envie de se dire, bon, Trump, on a beau penser ce qu'on veut de lui, il avait peut-être pas tort là-dessus. La Banque centrale a beaucoup sous-estimé l'inflation qui arrivait. Et c'est faux, parce qu'encore une fois, l'inflation arrive parce qu'il y a beaucoup trop d'argent. Donc quand on imprime 80% des billets dollars jamais existés en 2 ans, effectivement, ça paraît logique que derrière, il va y avoir une inflation qui va arriver. On s'attendait peut-être pas à une inflation aussi forte, mais en même temps, on n'a jamais imprimé autant de dollars. Donc, une situation extrême arrive à une conséquence extrême. Je pense qu'on est d'accord là-dessus. Et donc, effectivement, voilà, les marchés n'ont absolument pas apprécié ce qui s'est passé. We all... Qu'est-ce que ça dit? En gros, on va continuer d'augmenter les taux d'intérêt, puis c'est marqué les marchés financiers. En feu. Effectivement, donc c'est officiel, ça a été donc annoncé par Jérôme Powell, et ce n'est pas tout, encore une fois, ce n'est pas tout. Ce qui se passe là, c'est une phrase qu'a dit Jérôme Powell, et c'est pas tous les résumés qu'on a de la réunion. Parce que là, la réunion, elle ne fait que commencer. On ne fait que commencer. On est vendredi, si je dis pas de bêtises, ça s'arrête jusqu'à dimanche. Ça ne fait que commencer. Donc imaginez-vous l'état du marché lundi si on a d'autres dingueries qui sont dites entre-temps ce week-end.
qu'est-ce que Jérôme Powell va nous faire comme dinguerie encore? Donc là, très clairement, c'est vrai que bon, il n'y a rien de mystérieux, hein. Le marché s'effondre parce qu'en fait, les opérateurs comprennent que là, on va vraiment en chier pendant un petit temps. Et donc, bah, si les marchés baissent, personne n'est intéressé à continuer à acheter, donc bah, ils vendent leur position pour aller ailleurs. Et qu'est-ce qui se passe en général? C'est quand les marchés, les opérateurs reprennent leur argent et se barrent dans un autre marché, ils vont où, d'après vous? Ils vont pas sur les actions, c'est les indices, hein, ils vont pas sur les actions, ils vont pas nécessairement sur les matières premières, ils vont pas nécessairement sur les cryptos, non, ils vont sur les obligations. Et donc, normalement, on a, vous le voyez bien, les obligations, je l'ai même pas regardé le graphique encore aujourd'hui des obligations, mais encore une fois, c'est une cause à effet, hein. Si les indices baissent, les obligations montent, si les indices montent, les obligations baissent. Si les indices montent, c'est parce que tout le monde veut en acheter, et donc tout le monde s'en fout des obligations, parce que ça rapporte rien. Qu'est-ce que tu as envie d'investir dans un truc qui te rapporte 2% par an, quand les actions peuvent te faire... le S&P 500 l'année dernière, c'était 28%. Par contre, quand le S&P 500 baisse, vers où? C'est la question que je me pose. Hein. Enfin, c'est la question que je me pose si je suis un opérateur qui a des millions d'euros. Vers où je peux gagner de l'argent de manière sécurisée? Ce sont les obligations. Et donc les obligations, forcément, sont en train d'augmenter en ce moment. Et c'est pas une bonne chose. Alors, sur du court terme, il n'y a pas le choix, mais une obligation, c'est quoi? C'est une dette de l'État. C'est vous qui prêtez de l'argent à l'État. L'État vous rembourse sous forme d'un coupon. On appelle ça un coupon. Un coupon, si vous investissez sur 5 ans d'obligations d'État américain, vous recevez 3,2% de coupon. D'accord? Sauf qu'à un moment donné, si tout le monde investit sur les obligations augmentent. Mais si l'État se retrouve à rembourser des coupons à 5%, 6%, 7%, vous vous rendez bien compte qu'ils sont dans la merde. Ils sont dans la merde. Donc, encore une fois, les marchés financiers, quand vous comprenez un peu plus, et d'ailleurs c'est très compliqué à comprendre les marchés financiers, moi-même, même après 10 ans sur les marchés, croyez-moi, c'est un enfer total. Les marchés financiers marchent vraiment avec un effet de juste milieu. Chaque chose que vous allez modifier dans une donnée, sur un marché, dans un actif, va contrebalancer un autre. Donc une obligation qui est trop chère, c'est qu'on a des indices qui baissent, donc les entreprises, les actions reçoivent moins de financement, donc elles produisent moins, à la fois l'État reçoit moins du coup des impôts des entreprises, mais en même temps elles doivent beaucoup plus rembourser leurs coupons, leurs dettes, parce que tout le monde leur prête de l'argent. Vous voyez un petit peu l'idée, c'est bordélique comme pas possible, c'est bordélique. Et donc effectivement, des obligations trop élevées, ça peut mener à des défauts d'État. Des États qui ne peuvent littéralement plus rembourser leurs créanciers. Et les créanciers, c'est des investisseurs. Donc vous voyez un petit peu ce que je veux dire, c'est le serpent qui se mord la queue. Parce que si les investisseurs n'ont pas de retour sur investissement, qu'est-ce qui se passe? Ils perdent de l'argent. Et donc ils s'appauvrissent. Et donc les investisseurs qui perdent de l'argent peuvent investir moins dans des entreprises, qui elles pesent ensuite moins, etc. etc. C'est tellement bordélique les marchés financiers, mais le problème c'est que dès qu'il y a une fuite d'argent quelque part, ça contrebalance de l'autre. Et donc là actuellement, les marchés financiers tombent, et donc dans leur tête, quelle est l'alternative la plus sécurisée et la plus rentable? Ce sont les obligations. Égypte, obligations 16%. Ouf! Ah oui, d'accord. Égypte, obligations, ça va jusqu'à 18,5%. Oh! Vous me direz, pour un particulier, c'est un placement qui est très très intéressant pour le coup. Hein. Pour un particulier qui souhaite investir, avoir un 16% par an, c'est excellent. Maintenant, encore une fois, jusqu'à quand on va tenir le 16%? Parce que le jour où l'État ne peut plus vous rembourser, 16% ou pas, vous perdez tout quasiment. Donc ça sert plus à rien. Mais 16%, c'est énorme. Benoît qui dit obligation pas forcément étatique, ça peut être émis par les entreprises. Effectivement, c'est vrai. J'aurais dû nuancer mon propos. C'est vrai que les obligations, dans le commun des mortels, c'est vrai que les obligations, ça fait partie de l'État, c'est pour les États. Mais effectivement, il y a des obligations d'entreprise. Vous pouvez acheter une obligation d'Apple, par exemple. Vous pouvez acheter des obligations d'Apple.
C'est tout à fait possible. Donc voilà, en tout cas, vous êtes maintenant au courant de ce qui se passe. Vous êtes au courant justement de ce début de drame justement de la part des banques centrales. C'est confirmé, les taux d'intérêt vont continuer à augmenter et vont surtout stagner. Et je vous avais partagé un début de graphique il y a de cela 1 mois et demi, je pense. Je vous montrais justement l'importance, la relation entre des taux d'intérêt qui sont très élevés et qui stagnent, 2008, 2000, 2019, Covid. Je vous ai montré l'intérêt entre justement les crashs boursiers qu'on a eus et des taux d'intérêt qui augmentent très fortement, mais surtout qui stagnent. C'est surtout ça. Ils stagnent de manière très élevée. Quand on regarde la période 2008, typiquement, on peut voir que la période 2008, vous avez vu que pendant la hausse des marchés, les taux d'intérêt n'ont pas cessé d'augmenter. Ils ont augmenté jusqu'à atteindre le fameux palier des 5,2%. Et c'est uniquement à partir du moment où on a eu des taux d'intérêt qui recommençaient à baisser que là, on a eu l'impact sur les marchés. Et ça, je trouve ça assez fou. Qu'on ait justement des taux d'intérêt qui baissent et on amorce directement une séquence de crash boursier. Quand on regarde également sur la période des années 2000, pendant la bulle, la crise Internet, qui a fait péter énormément d'entreprises, regardez ce qu'on voit encore une fois, des taux d'intérêt donc qui ont très sûrement augmenté parce qu'on n'arrive pas de 0 à plus de 6,5%, c'est incroyable. Donc des taux d'intérêt qui ont augmenté, stagné. Et c'est à partir du moment où les taux d'intérêt sont revenus à la baisse qu'on a eu effectivement un crash boursier des marchés. Et cette reprise des marchés ne s'est faite qu'à partir du moment où les taux sont revenus proches des 0 à 2%. C'est fou, hein? C'est complètement fou, hein? C'est complètement fou à quel point les marchés réagissent aussi, des fois avec un cran de retard, des fois avec un petit cran d'une petite différence qui fait absolument tout. Augmentation des taux, augmentation du marché, plateau des taux, plateau du marché, baisse des taux, écroulement du marché. Donc on voit exactement la même chose ici par rapport au marché. Hausse des taux, marché qui monte. Baisse des taux, crash du marché. Là en l'occurrence c'était le Covid, c'était très particulier. Mais même s'il n'y avait pas le Covid, est-ce qu'on en sera encore aujourd'hui là? Je ne sais pas. Pourquoi? Ça, on pourra en débattre des heures et des heures. Hein. Je ne vais pas rentrer dans ce débat-là, mais c'est vrai que le marché a autant augmenté parce que les banquiers, parce que Jérôme Powell a tellement imprimé d'argent que ça a soutenu les marchés. Donc, ce qu'on appelle une hausse artificielle. C'est une hausse qui a été créée juste parce que l'argent était à profusion. Mais s'il n'y avait pas eu le Covid et il n'y avait pas eu l'argent magique, peut-être qu'on serait déjà en situation de crash, puisque les taux avaient déjà sévèrement augmenté. 2017-2018, c'était à cause de la guerre commerciale entre les États-Unis et la Chine. Donc là, qu'est-ce qui se passe? Et ça remet un petit peu, si vous voulez, le scénario en jeu d'un crash boursier en cours. Ça remet un petit peu les choses en jeu, parce que regardez, en ce moment, si on reprend purement le schéma, arrêtons de penser 2 secondes, on arrête de penser à ce qui se passe en ce moment, la guerre avec l'Ukraine, machin, etc. Regardons juste le graphique, et voyons. Si on compare ce qui s'est passé dans l'historique, uniquement si on compare dans l'historique, d'un point de vue graphique, qu'est-ce qui devrait se passer? D'un point de vue graphique, encore une fois, je vous demande pas de me dire oui, mais en ce moment, on regarde que le graphique, après on prendra évidemment les éléments en compte. D'un point de vue graphique, on sait que les taux d'intérêt vont augmenter. Je vous ai déjà montré que les taux d'intérêt étaient attendus. Vous savez quoi, on va même pouvoir le voir maintenant, parce qu'en fait, en réalité, je ne sais plus, vu que, avec la nouvelle qu'on a eue aujourd'hui, encore une fois, tout a changé. Je vous ai montré que les taux d'intérêt, on peut voir leur estimation pour les prochaines réunions. Donc ici, vous avez les taux d'intérêt, donc la Fed. Sur la Fed, on peut savoir quels sont les prochains taux, ici. Et donc on voit à peu près que donc la prochaine réunion, c'est dans 3 semaines, et que les taux sont attendus, à 38%, ils sont attendus entre 2,75 et 3%, et à 62%, ils sont attendus à 3 ou 3,25. Donc en gros, on fait un consensus 3%.
Moi, ce qui m'intéresse de savoir, c'est sur les prochaines réunions, quelles sont les anticipations des taux. On a 40% de probabilité d'avoir des taux entre 3,75 et 4. Même si je vais plus loin, la réunion la plus lointaine, qui est le 26 juillet, 34% autour des 4%. Donc on est vraiment, pendant l'année prochaine, dans une fourchette entre 3,75 et 4%. Donc si je reprends mon schéma, dans la logique des choses, je devrais avoir des taux qui augmentent au minimum jusqu'à ici. Juste ici. Donc ça, logiquement, c'est la courbe des taux d'intérêt qui devrait arriver tout au long des prochaines réunions des banques centrales. Et donc si dans la logique des choses, on a un plateau des taux d'intérêt, donc on aura peut-être un plateau comme ça, alors la durée, je sais pas, évidemment, on va pas sortir notre boule de cristal, mais admettons qu'on ait cette latence-là, hop, juste ici, voici à quoi devrait potentiellement ressembler la courbe d'intérêt d'ici même 2024. Si on ne prend pas le contexte, l'histoire forcément est différente. C'est que si logiquement on a un plateau et quand on compare avec le marché à l'époque, logiquement, on devrait avoir un marché. C'est contradictoire, hein. Mais quand on regarde ce qui s'est passé, on devrait avoir un marché qui continue à augmenter. Quand on regarde la logique des choses, hein. Moi-même, je suis absolument pas dans cette idée d'un marché qui monte. Clairement, je suis absolument pas dans cette idée de marché qui monte. Mais quand on compare uniquement dans l'histoire des choses, logiquement, les marchés devraient continuer à augmenter parce que les taux d'intérêt continuent à augmenter. Alors comme je vous disais, quand on regarde maintenant le contexte aujourd'hui, il y a quelque chose qui n'a jamais été présent pendant qu'on avait cette hausse des taux, c'est que certes on a une hausse des taux, mais en 2000, en 2008, en 2006, 2007, on avait une productivité qui était invraisemblable. On avait une productivité qui était au top de la forme. Donc augmenter les taux quand on a une économie qui est productive, ça n'a pas son impact immédiat. L'impact, il est quand les taux d'intérêt sont élevés et quand la productivité est plus faible, quand la croissance est plus faible. Parce que c'est un double impact. C'est comme si vous étiez... je vais prendre un exemple, mais c'est comme si vous étiez Usain Bolt et que vous vous lestez de 30 kg. Vous êtes quand même très rapide. Peut-être moins rapide que si vous n'en aviez pas, mais vous êtes toujours très rapide, même avec 30 kg. Là, c'est un peu la même chose. Vous avez des taux d'intérêt qui vous freinent, mais comme vous êtes dans une croissance qui est incroyable, la technologie, en fait, on s'en fout limite. Et c'est pour ça que quand on prend le contexte maintenant d'aujourd'hui par rapport au graphique, on n'est pas dans un territoire aujourd'hui économique en croissance, on ne l'est plus. On est justement dans une économie qui ralentit. Et c'est ça le truc, c'est que du coup, par rapport à cela, à mon sens, on pourrait avoir l'inverse de cette hausse-là. On pourrait, dans ce cas-là, avoir des marchés qui, au contraire, se mettent à très fortement dévisser, parce qu'à la fois on est sanctionné parce qu'on a moins accès au crédit, moins accès à l'argent pour financer son entreprise, pour acheter des maisons, pour acheter un bien, pour acheter une voiture, etc. Et de l'autre, on produit moins, on croît moins, donc on fait moins d'argent. Donc on fait moins d'argent, on peut moins se financer, forcément c'est une double peine, et forcément donc c'est très négatif pour les entreprises, donc pour la bourse, donc pour les indices, donc pour l'économie, etc., etc., etc. Donc c'est pour ça, d'un point de vue historique, oui, si on avait une bonne croissance, je vous aurais dit, là les marchés sont voués à monter un petit peu de temps encore. Tant que les taux d'intérêt ne sont pas stagnent au plus haut, tant qu'on n'a pas ça, il n'y a pas de baisse. Mais comme là on est dans une économie qui ralentit, peut-être même que là justement on va voir l'effet inverse. On va avoir peut-être un marché qui dévisse, des taux d'intérêt qui continuent à augmenter, peut-être même au contraire qu'on va avoir des taux d'intérêt qui augmentent et un marché qui stagne. Ça c'est entièrement possible pour le coup, c'est peut-être même un scénario du juste milieu. Faut pas non plus se dire ça va exploser à la hausse ou ça va forcément exploser à la baisse. Faut pas rentrer trop dans les extrêmes, il faut toujours rester réaliste. Faut rester le plus réaliste possible, le plus impossible sur les marchés.